La décision est officielle. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention jusqu'en février. Pendant ce temps, le gouvernement ivoirien a promis un geste financier en faveur des victimes de la crise de 2011. L'Union africaine a mis la pression sur la RD Congo en demandant jeudi soir la suspension de la proclamation des résultats électoraux définitifs. Elle demande l'envoi d'une délégation de haut niveau à Kinshasa. Le chef de la diplomatie brésilienne a reçu jeudi des opposants au président vénézuélien Nicolás Maduro avec des représentants des États-Unis et du groupe de Lima. Brasilia a pris la tête d'un front régional contre Caracas. Voilà pour les titres de ce nouveau journal sur Sika. On démarre par des nouvelles de la Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo, acquitté mardi d'accusations de crimes contre l'humanité, restera en détention jusqu'à une nouvelle audience le 1er février. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la CPI. La détention de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sera maintenue en attendant l'examen de l'appel du procureur sur leur mise en liberté. C'est ce qu'ont décidé les juges à leur majorité. En première instance, les juges avaient ordonné la mise en liberté immédiate des deux hommes suite à leur acquittement retentissant mardi dernier. Elle a cependant été suspendue mercredi soir suite à un appel de l'accusation. Les procureurs craignent que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne comparaissent pas devant la cour si leur présence est requise dans le futur. La décision est donc officielle. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention jusqu'en février. Ainsi en a décidé la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Pendant ce temps, le gouvernement ivoirien, dans un communiqué et dans un esprit de décrispation, a promis un geste financier en faveur des victimes qui saluent le geste, mais qui ont des doutes. Les précisions. Des mesures additionnelles seraient prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soutenir davantage. L'annonce du gouvernement n'est pas plus détaillée pour le moment, mais le geste est salué par le collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Le problème, selon son président Isiaka Diaby, c'est que jusqu'à maintenant, mis à part une prime d'1 million de francs CFA à chaque famille des 3000 personnes tuées en 2010-2011, les fonds décaissés pour les indemnisations n'ont jamais été versés. Nous savons que c'est de la volonté politiquement du président de la République, qui est le seul aujourd'hui qui mène des actions, se soucie de la situation des victimes. Mais malheureusement, certains de ses collaborateurs directs posent des actes contraires à la mission qu'il leur a confiée, dénonce Isiaka Diaby. Et d'ajouter, ils n'ont pas versé l'argent. Il n'y a pas de liste de victimes. D'autres ont reçu l'argent, tel que le ministre Mariatou Koné, aujourd'hui, qui tantôt dit « j'ai reçu 10 milliards », tantôt dit « j'ai reçu 20 milliards ». Depuis 2015, elle n'arrive pas à remettre les fonds aux victimes. Désormais, le collectif compte bien être partie prenante dans la distribution des fonds et dans une politique d'accompagnement des victimes sur le long terme. Notre expertise est très importante. Les victimes se confient mieux à nous, assure Isiaka Diaby, pour qui cette indemnisation est une reconnaissance nécessaire aux victimes qui estiment n'avoir pas obtenu justice. L'Union africaine a mis la pression sur la République démocratique du Congo en demandant jeudi soir la suspension de la proclamation des résultats électoraux définitifs ainsi que l'envoi d'une délégation de haut niveau à Kinshasa réunie sur le dossier congolais ce jeudi à Addis Abeba. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont conclu qu'il y avait des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. CENI, les images. Ce dernier communiqué de l'Union africaine montre un changement de ton par rapport à une précédente prise de position de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'était contentée d'appeler les acteurs politiques congolais à obtenir des réponses à leurs doléances électorales dans le respect de la Constitution. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA demandent la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections, écrivent-ils. Les chefs d'État et de gouvernement ont convenu d'envoyer en urgence en RDC une délégation de haut niveau
comprenant le président de l'Union africaine, actuellement le président rwandais Paul Kagame, ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement et le président de la Commission de l'Union africaine, ajoute-t-il. Cette délégation devrait entrer en contact avec toutes les parties prenantes congolaises dans le but de trouver un consensus sur une issue à la crise post-électorale dans le pays. Les pays africains réunis jeudi au siège de l'Union africaine demandent à tous les acteurs concernés en RDC d'interagir positivement avec la délégation africaine de haut niveau dans l'intérêt de leur pays et de leur peuple. La réunion a rassemblé jeudi Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine et du Rwanda, le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, ainsi que plusieurs chefs d'État de l'Afrique du Sud, de la Zambie, de Namibie, d'Ouganda, du Congo-Brazzaville, de Guinée, d'Éthiopie et du Tchad. Et puis, réponse du berger à la bergère, l'Union africaine n'a pas à dicter sa conduite à la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le porte-parole du gouvernement au lendemain donc de l'appel de l'UA à suspendre la proclamation du résultat des élections. La Cour est indépendante et de nous et de l'Union africaine, a déclaré le porte-parole Lambert Mende. Je ne pense pas qu'il appartienne au gouvernement ou même à l'Union africaine de dire à la Cour ce qu'elle doit faire. Cette édition se poursuit. Le pasteur contestataire zimbabwéen Evan Mawarire a réfuté jeudi devant la justice les accusations de subversion pour son soutien à la fronde sociale qui agite le pays. Pendant ce temps, des témoignages et critiques dénoncent la féroce répression du régime. Images et son. L'acte d'accusation dévoilé à l'audience lui reproche d'avoir enregistré et publié une vidéo destinée à la population qui est devenue virale et avait pour objectif de saper le gouvernement constitutionnel. Eh bien, il n'y a pas de résultat. L'affaire a été reportée à vendredi. Nous saurons donc pourquoi l'État dit qu'il y a une affaire, alors qu'il n'a même pas regardé la vidéo où il aurait exhorté les gens à protester. Il l'accuse pour l'essentiel de renverser un gouvernement constitutionnellement élu comme alternative à l'incitation à la violence publique. Les allégations sont qu'il a dit que le gouvernement doit s'occuper des défis économiques, que les obligations doivent disparaître et que les gens doivent être payés en dollars américains. Nous ne savons pas ce qu'il y a de criminel là-dedans, parce que tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Donc tous ceux qui le disent sont passibles d'arrestation. Le Zimbabwe a été le théâtre en début de semaine de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe décrétée samedi par son gouvernement, dans un pays dévasté par une grave crise économique. La grève générale lancée par le principal syndicat du pays a été sévèrement réprimée par la police et l'armée, qui quadrillaient toujours jeudi les rues du centre de Harare et Bulawayo, selon des journalistes. Les autorités ont jusque-là officiellement reconnu la mort de 3 personnes, dont un policier. Je l'annonçais en titre, le chef de la diplomatie brésilienne, Ernesto Araujo, a reçu jeudi des opposants au président vénézuélien Nicolás Maduro avec des représentants des États-Unis et du groupe de Lima. Une rencontre qui se déroule à un moment où Brasilia prend la tête d'un front régional contre Caracas. En l'absence d'informations officielles sur cette réunion, une source de l'opposition au Venezuela a indiqué que Julio Borges, ancien président du Parlement vénézuélien exilé en Colombie, et Antonio Ledesma, ex-maire de Caracas, réfugié à Madrid, participaient notamment à cette réunion. Des représentants de l'ambassade des États-Unis au Brésil étaient également présents à cette rencontre qui s'est tenue sans aucun accès à la presse. Aujourd'hui, le président Bolsonaro a sans aucune simulation permis à son ministère de nous recevoir, ce qui est un geste de solidarité envers le Venezuela. Tout ce qu'on doit faire, je peux le résumer de cette manière. Mettre toute la pression sur le système entièrement pour que le gouvernement, cette dictature, tombe une fois pour toutes, pour qu'une transition commence et qu'ensuite il y ait des élections
ou bien mettre toute la pression au même endroit sur tout le système et qu'ils ne voient pas d'autres options que de négocier leur départ et quitter le pouvoir. À travers cette réunion, le groupe de Lima, formé de 14 pays du continent américain, dont le Brésil, réfléchit aux moyens d'augmenter la pression sur le gouvernement vénézuélien. Ces pays ne reconnaissent aucune légitimité au régime socialiste de Nicolás Maduro, investi président pour un nouveau mandat le 10 janvier. Bolsonaro, très aligné sur les États-Unis, est farouchement opposé au régime de gauche de la région et n'a pas caché sa volonté d'œuvrer à la chute de Nicolás Maduro. À Caracas, une opposition affaiblie par la répression où les exils tentent de se mobiliser de nouveau contre le régime socialiste. Voilà qui met terme à la première partie de cette édition. Suivez à présent la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité parue dans les colonnes des Canards sur le continent. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique du jour nous emmènera au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Sénégal qui sera notre toute première destination. Macky s'en prend à la jeunesse qui insulte, peut-on lire en manchette de Vox Populi aujourd'hui. On reste avec Vox Populi qui nous fait savoir que l'État exproprie pour cause d'utilité publique et sert des Cameroun. L'émergence est à notre portée, dixit Macky Sall à l'ouverture de la conférence sur l'émergence de l'Afrique. Peut-on lire à la une du journal Le Soleil. Présidentielle de février 2019, un scrutin 1000 temps écrit. En gros titre, Sud Quotidien ce jour. Opposition sénégalaise, les démons de la suspicion écrit en manchette le journal Enquête. Deuxième escale de cette revue de presse, le Togo où Liberté nous apprend que 16 personnes arrêtées pendant les rafles le 21 décembre ont été déférées. Une lecture de TM Togo Matin nous apprend ce que dit la Constitution sur la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale. Élections boycottées, manifestations reportées, meeting en téléchargement. La C14 toujours scotché aux vieilles méthodes, peut-on lire en première page du quotidien L'éveil de la nation. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin nous apprend que Duncan représente Ouattara à l'investiture du nouveau président malgache. Commission électorale indépendante, le journal Le Sursaut nous révèle les dessous d'un gros malaise avant les réformes. Cour pénale internationale, les manifestations contre la libération de Gbagbo et Blé Goudé se multiplient, écrit en titre Le Jour Plus. Puis au Cameroun, approvisionnement du marché national au titre du premier semestre de l'année 2019. Pas de pénurie, pas d'augmentation de prix, rassure le journal Le Pélican. 36e promotion de l'EMIA, Cameroun Tribune informe ses lecteurs que le président Paul Biya préside ce jour la cérémonie de remise des épaulettes aux élèves officiers de la promotion Unité et Diversité. Animation des partis politiques, Jean Koueté abandonne le RDPC, nous fait savoir Info Matin. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique sur Sika TV de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.